Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, goal line, touchdown, 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 touchdown! Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 252 du podcast John Actuel Amatéi. Très heureux de vous retrouver pour votre débrief du mardi. À mes côtés cette semaine, on retrouve tout d'abord Raoul Villeroy. Bonjour Raoul. Salut. À ses côtés, polo bleu, liseré rouge, Grégory Richard est là. Bonjour Grégory. Tout à fait, bonjour messieurs. Et même à distance, je vous vois. Ah oui, sponsorisé par le Hard Rock Café aujourd'hui, je précise. Ton polo, le t-shirt de Grégory, tu ne le vois pas? Ouais. Ah bah, je voyais pas Osaka. le petit logo. Je ne voyais pas le petit logo. On vous rappelle donc justement que le podcast vous est présenté par le Hard Rock Café Paris le mardi. Soirée Game On tous les dimanches encore cette année avec Happy Hour étendu pour ceux qui viennent voir les matchs. C'est à partir de 19h tous les dimanches. Un champion en galère, des Chiefs et des Rams presque intouchables et Drew Brees au sommet. Voilà pour le sommaire de cette semaine. Du côté des tops et des flops, évidemment, il y aura encore pas mal de choses à dire. Vos questions sont là. Le 2-minute warning aussi. Et c'est parti. Wentz goes back to pass. He's looking left. Oh, he's hit. It's in the air, and it's Linball. Look at Linball rumble. 30, 20. He's so hungry. He's going to eat in the end zone. Linball Joseph with a defensive touchdown, and the Vikings lead 9-3. Can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken. You're so mean. Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. Il a tellement faim qu'il va manger la end zone, disait le commentateur américain de Linval Joseph. Eagles 21, Vikings 23. Est-ce que les Vikings vont mieux ou est-ce que les Eagles ne vont pas bien? Grégory. Je pense que c'est un petit mélange des deux. C'est sûr que de par ce qu'on avait vu des deux dernières sorties de Minnesota, les Vikings ont été beaucoup plus rassurants, ne serait-ce qu'au niveau de la ligne offensive. On a vu que Kirk Cousins était un poil mieux protégé que lors des deux dernières sorties, donc contre Buffalo et les Rams. Et ça a permis justement au quarterback des Vikings, pour ses retrouvailles avec les Eagles, puisqu'il les avait rencontrés assez régulièrement en NFC Est, d'être assez performant et d'obtenir une connexion plus que satisfaisante avec ses receveurs, notamment avec Alan Thielen qui a fait le show. Loïc, notre développeur, supporter des Eagles, nous disait la ligne défensive est sur courant alternatif, la ligne offensive prend l'eau, il n'y a pas de jeu au sol. Jay Ajayi vient d'être out pour la saison à cause d'une déchirure du ligament croisé antérieur. Est-ce qu'il y a des raisons d'être inquiet, Raoul? Ouais, il y a des raisons d'être inquiet parce que depuis le début de la saison, on voit pas ces Eagles progresser. Et le retour de Son, c'est un effet un peu important et malgré son retour, ça peine encore à avancer. Tu l'as dit, les lignes, c'est le grand problème de cette équipe. Et là, sans coureur en plus, j'ai un peu d'inquiétude pour eux. Alors, juste, quand on en parle, juste peut-être juste Grégory, ça a coupé un petit peu au niveau de la connexion. Alors juste, Raoul, est-ce que tu peux juste répéter le début de ta phrase au cas où on ne l'ait pas entendu? Bah, je sais plus ce que j'ai dit. Non, je rigole. Je disais que ça a pas progressé de leur côté malgré le retour de Carson Wentz et c'est ça aussi qui m'inquiète. D'accord, tu parlais du retour de Carson Wentz. Grégory. Juste puisqu'on parlait de Ajayi, on se rend compte quand même de l'importance du départ de Lee Garrett Blount. On le répète jamais assez, c'est pas un top running back de la ligue, mais on se rend compte que son départ est pas suffisamment compensé, on dira, du côté des Eagles. Il manque toujours ce running back capable d'imposer du défi physique, notamment sur des short yardage. Et du côté de Philadelphie, on essaye de jouer un petit peu sur la vivacité des différents running backs, mais au bout d'un moment, ça commence à devenir un petit peu rédhibitoire. Et si en plus la ligne offensive est pas capable de protéger pleinement un Carson Wentz de retour de blessure, ça complique rapidement la tâche des Eagles. C'est la ligne offensive notamment qu'il faut blâmer pour le manque de jeu en profondeur. Ils se sont ajustés avec du jeu court, du jeu au centre en deuxième mi-temps. Carson Wentz va bien, mais c'est vrai qu'il manquait une dimension aussi de profondeur à cette équipe.
Ouais, puis de toute façon, les receveurs de Philadelphie ont toujours été un peu une énigme et ont jamais été très constants. Nelson Aguilar, on l'a vu faire la pluie et le beau temps. Il y a Zach Ertz qui est certes une menace, mais c'est un tight end, donc c'est pas censé être son rôle premier. Il peut être facilement couvert, comme on a vu des super tight ends comme Gronkowski sur un match. Si tu les couvres bien, tu peux les étouffer un peu. Donc il y a aussi ça qui manque du côté de Philadelphie, je trouve en ce moment, un vrai receveur numéro 1, quoi. Bon, ils ont que 2 victoires, 3 défaites, mais la division est faible pour le moment, donc ils sont pas largués, hein. Ils sont toujours en première place à égalité. Grégory, toi, tu l'as pas formulé clairement, ou en tout cas, je te demande un oui ou un non. T'es inquiet ou pas pour cette équipe de Philadelphie? Non, pas spécialement. Comme tu le disais, ils n'ont pas encore affronté d'équipe dans la NFC, donc ça peut reconditionner pas mal de choses. Oui, bah, pareil, hein, je me range pour le coup là. Je suis pas inquiet au sens où ils ont encore du temps pour se solidifier en défense. Carson Wentz va bien, ce qui est quand même le plus important aussi. Il va falloir trouver des solutions sur le jeu au sol. Ça, clairement, Ouais. c'était quand même un élément important pour eux l'an dernier. Donc, il va falloir retrouver des solutions à ce niveau-là. Un petit mot sur Kirk Cousins de l'autre côté, 30 sur 37, 300 yards, un touchdown. Il est impeccable, hein, quand même, Kirk Cousins, depuis le début de cette saison. Bah oui, c'est ce que j'allais te dire tout à l'heure quand tu as parlé des Vikings. C'est à peu près la seule constante avec Adam Thielen. On en reparlera peut-être dans les tops et les flops. C'est pour moi un super ajout chez les Vikings parce que il apporte une stabilité qui manquait un peu l'an dernier avec Case Keenum qui avait fait du bon boulot, mais il y avait Teddy Bridgewater qui était là aussi, il y avait Sam Bradford qui était là aussi. On savait pas trop. Là, tu sais que tu as ton quarterback numéro 1, il performe à chaque match. Honnêtement, c'est vraiment une très bonne acquisition de la part de Minnesota. Et c'est d'autant plus fort qu'il n'y a toujours pas de jeu au sol du côté des Vikings. En plus. Donc ça souligne. Ouais, c'est très compliqué de ce côté-là. Chiefs 30, Jaguars 14, c'était l'affiche de la semaine. Les Jaguars ont plutôt bien contenu Patrick Mahomes, mais leur attaque a été incapable de suivre. 5 ballons perdus par Blake Bortles. Est-ce qu'on va enfin me croire quand je dis depuis X années que Blake Bortles ne peut pas porter cette équipe jusqu'au bout? Moi, je te crois depuis le début. Hein. Bon, c'est bien, Raoul, tu seras augmenté. Oui. Ouais, alors du coup, ils me jettent la patate chaude au passage. Non, bah alors c'est sûr que voilà, c'est encore malheureusement pour les Jaguars, ouais, Bortles qui continue sur sa lignée. Pardon, il a dû beaucoup lancer le ballon. Il me semble qu'il lance plus de 50 fois sur le match. 61 fois, c'est encore plus impressionnant que ça. Donc je sais pas, on doit avoir des penchants un peu maso du côté du coaching staff des Jaguars, mais je commence vraiment à me demander au fur et à mesure si Doug Marrone en fait pas une affaire personnelle au final de vraiment être celui qui va réussir à faire franchir le palier décisif à Blake Bortles. Et malheureusement, voilà, l'absence de Leonard Fournette, et c'est pas la première fois qu'on en parle, ça va être un coup oui si TJ Yeldon est dans le coup, un coup non s'il est globalement bien contenu. En l'occurrence, on était plutôt sur la deuxième option dimanche soir. Et la séquence, je crois que c'est fumble, pick six, interception avant la pause est complètement, enfin les tue complètement, hein, cette équipe de Jacksonville. Et ils gagnent du coup les Chiefs en étant quand même pénalisés 11 fois avec un Mahomes à 2 interceptions et aucun touchdown. Les Jaguars ont gagné le plus de yards. 500 Donc yards encore une fois. Les Chiefs Ouais. encaissent encore 500 yards quand même. Ouais, donc c'est vraiment l'incapacité de Bortles à garder le ballon qui a tué Jacksonville parce que sinon il pouvait être largement dans ce match. C'est aussi je sais pas si c'est un bon signe pour Kansas City, c'est que leur défense a été opportuniste et qu'elle les a gardés dans le match, donc ils sont pas obligés de mettre un camion de points sur ce match-là. C'est déjà ça parce que je crois ils avaient, je sais plus combien ils avaient de turnover avant le match, mais ils en ont eu quasiment autant en fait. Sur toute cette rencontre-là que sur les 4 premiers matchs. Donc, et puis juste Alain, je me permets de rajouter, on parle beaucoup de l'absence d'Eric Berry, ils perdent Justin Houston pendant la rencontre également, donc certes ils prennent un camion de points, mais ils concèdent que 14 points, alors avec les turnovers qu'on évoque, sachant qu'ils ont 2 de leurs playmakers, si ce n'est leurs 2 meilleurs joueurs défensifs qui sont pas là, et Chris Jones également, même si on était bien avancé dans le match, qui a été expulsé un petit peu plus tard dans la rencontre, donc c'est aussi à prendre en considération. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas ce qui s'est dit, mais assez inexplicable, hein, le coup de poing de Chris Jones. Il pète complètement un câble après un accrochage. Enfin, ils sont au sol, ils balancent un coup de poing comme ça, juste devant un arbitre en plus. Il avait regardé la soirée MMA samedi soir. Ouais, c'était chaud. Et Dee Ford a 3 quarterback hits, un fumble forcé aussi. Il fait un bon match sur cette défense. Et un petit mot quand même en attaque sur Travis Kelce qui continue. Maintenant, on le sait que c'est un des meilleurs tight ends de la ligue, mais les autres tight ends contre les Jaguars cette année, c'était 135 yards en 4 matchs. Et Travis Kelce, c'est 5 réceptions et 100 yards sur ce match. Donc à lui tout seul, il fait quasiment aussi bien que les 4 semaines précédentes de tous les tight ends contre Jacksonville. Bon, encore une fois, on n'est pas très inquiet pour Jacksonville en général, mais il y a toujours ce facteur X Bortles maintenant qui va être là avec eux jusqu'à la fin de l'année, quoi.
Ouais, non, mais tu l'as bien résumé. De toute façon, cette équipe-là, d'autant plus sans Leonard Fournette, elle compte vraiment sur son quarterback et malheureusement, on le voit, il est capable de péter un plomb littéralement. Cette passe sur le casque de son lineman, c'est quand même superbe. C'est Donc, vrai que c'était sympa, ça. C'est ouais. vrai que c'était plutôt mignon. Juste pour un petit truc que j'ai oublié, Alain, si tu me permets. Alors, je te rejoins, je suis pas particulièrement inquiet pour Jacksonville. En effet, ils ont l'occasion de se refaire. Par contre, juste souligner le travail de la O-line des Chiefs également, dont on n'a peut-être pas suffisamment parlé. Il y a un seul sac de Jacksonville sur le match, malgré la mauvaise prestation de Patrick Mahomes. Il n'y a pas une pression qui a été aussi présente que ce que peut faire Jacksonville d'habitude. Et c'est tout à l'honneur de la O-line des Chiefs qui, par contre, a perdu Laurent Duvernay-Tardif, il me semble, sur blessure. Oui, Donc ça c'est va être ce que je voulais dire, ouais. C'est le seul point inquiétant de ce match pour eux. Bengals 27, Dolphins 17, menés 17-0. Ils ont mis 27 points de suite, dont 2 touchdowns défensifs dans le dernier quart, les Bengals. J'essaie de vous les vendre depuis le début de la saison. Est-ce que vous commencez à y croire ? Ouais, honnêtement, sur ce match-là, c'est pas la meilleure, carte postale que tu pourrais nous vendre des Bengals, dans la mesure où il y a vraiment les étoiles qui se sont alignées pour eux et les Dolphins ont vraiment fait n'importe quoi. Donc, certes, ils ont eu le mérite il faut les mettre, je crois que c'est 24 points dans le dernier quart-temps. C'est énorme. Mais ils ont été bien aidés par une équipe de Miami qui craque complètement en fin de match et qui rend tous les ballons et qui leur laisse complètement la possibilité de revenir, en fait. Ouais. En fait, ce qui est intéressant pour, on va dire, plaider la cause des Jaguars et des Bengals, et de te rejoindre, c'est que la semaine dernière, ils ont gagné grâce à l'attaque. Cette semaine, ils gagnent grâce à la défense. Parce que très clairement, alors Miami a longtemps cru, notamment avec encore un Jakeem Grant précieux sur retour de coup de pied. La défense qui a vraiment été impressionnante et pourtant en termes de pass rush, c'est pas l'équipe qui était la plus impressionnante depuis le début de la saison, mais ils ont fait le boulot pour vraiment mettre en difficulté Andy Dalton. Ça, c'est peut-être un point important à suivre au fil de la saison, parce que je trouve Andy Dalton quand même assez irrégulier en fonction des sorties, mais ça on le découvre pas non plus. Et voilà, l'attaque qui est sortie du chapeau au meilleur des moments avec 2 touchdowns à la clé. Donc voilà, c'est aussi ce qui est un petit peu rassurant pour les Bengals, mais c'est sûr que Miami, notamment par l'intermédiaire d'un petit match de Ryan Tannehill, a pas non plus été d'une adversité démentielle. Non, ils n'ont aucun touchdown offensif sur ce match et Ryan Tannehill, il a 2 interceptions sur cette rencontre. Il est redescendu un petit peu du bon début de saison pour retomber un petit peu sur terre. Voilà pour les 3 affiches de la semaine. On passe au reste des matchs. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. On enchaîne dans cette semaine 5 avec le match du lundi. Pour commencer, Saints 43, Redskins 19. Drew Brees est désormais le numéro 1 historique sur les yards à la passe et un des plus grands quarterbacks de l'histoire de la NFL qui confirme son statut. Il n'y a pas grand-chose d'autre à retenir de ce match parce que ça a quand même été assez unilatéral en faveur de New Orleans. Adrian Peterson est même sorti avec une blessure à l'épaule de cette rencontre et ils n'ont vraiment pas fait grand-chose, les Redskins. Un petit mot du coup sur Drew Brees. On enregistre 3 heures après la publication d'un article sur le site où on se demande s'il est un des meilleurs quarterbacks, voire le meilleur quarterback de l'histoire. Alors je tiens à dire, parce qu'on a eu le débat dans la rédaction, que j'ai été un peu maladroit sur ma titraille. J'aurais dû titrer quelque chose comme « Oubliez la hype, Drew Brees est meilleur que Peyton Manning », parce que l'angle de base du papier c'était surtout ça. Et en fait j'ai trop élargi mon titre. Voilà. Donc pour moi déjà c'est au-dessus de Peyton Manning. Après je pense que Tom Brady est peut-être dans une galaxie un poil au-dessus, mais il y a débat et c'est très dur de comparer tout ça. Mais voilà, Drew Brees, très très grand quarterback, le plus grand quarterback dont on parle le moins, je peux dire ça? Bah écoute, oui, enfin en effet, c'est sûr que ça a été longtemps un quarterback relativement surcoté. Faut pas oublier qu'au départ c'est un début de 2e tour de draft, il me semble, à la fin des années 90, surcoté quand il arrive à. J'ai dit quoi?
Ah pardon, sous-côté, autant pour moi. Je sais pas pourquoi lapsus t'as la fiche. Absolument pas. Je sais pourquoi. Non, c'est vrai qu'il a longtemps été sous-côté. Il a mis un petit peu de temps aussi à lancer vraiment sa carrière en NFL avec ses petits pépins physiques, etc. Après, si on prend les 12-13 dernières années depuis son arrivée du côté de la Nouvelle-Orléans, c'est compliqué de dire que c'est pas un des meilleurs quarterbacks, ne serait-ce qu'en termes de production. C'est ce qu'on pourrait appeler le Dan Marino des temps modernes. Ils ont longtemps été dans les mêmes eaux au niveau des yards. Hein. Après, Breeze, forcément, l'a largement dépassé de par le côté plus aérien de la ligue à l'heure actuelle. Mais voilà, on est exactement dans ce type de prototype, des joueurs qui n'ont pas forcément toujours emmené leurs équipes loin, et pourtant comparé à Marino, Drew Brees a une bague, et ça on peut pas lui retirer non plus. Et voilà, et je pense que c'est ce type de quarterback explosif. Je sais pas si on peut vraiment comparer Peyton Manning et Drew Brees parce que c'est pas vraiment le même style de jeu, mais certains peuvent essayer de le faire. En tout cas, voilà, pour moi ça reste sans doute facilement à l'heure actuelle. Après, chacun fera son petit classement. Un joueur qui figure dans le top 5 des meilleurs quarterbacks de l'histoire. C'est le MVP de cette saison, non, pour l'instant, avec Patrick Mahomes? Ouais, quand même, Mahomes me paraît encore devant. Malgré son match à 2 interceptions ce week-end, on va voir la suite, on dira, mais... Sur la durée, il va y avoir match. C'est sûr. Raoul, Drew Brees, qui est passé par les Chargers. Mais oui, je m'en étouffe, Bah je suis confus. Non, je suis d'accord avec vous, c'est un des top quarterbacks de l'histoire. Tu comparais Greg avec Marino, je trouve même qu'il a eu peut-être un peu moins d'impact que ne l'a eu Marino à son époque, mais par manque de compétition peut-être aussi à l'époque de Marino. Aujourd'hui, il y a des super grands quarterbacks, évidemment Brady et Manning. Mais ouais, Brees fait partie de ce panthéon des quarterbacks qui vont aller au Hall of Fame sans hésiter et qui ont écrit l'histoire de la NFL. Il y a juste un truc qu'on peut peut-être relever aussi, et c'est un débat qu'on avait vite fait la semaine dernière, mais quand on parlait de Tom Brady, quarterback de système, merci Raoul. est-ce que non mais et encore une fois, j'avais dit que c'était pas un reproche, mais il était très longtemps dans cette équipe-là avec le même coach, avec un peu le même système. Ça a bien fonctionné pour lui et tant mieux. Ils ont été champions en 2009 ou 10, je sais plus. 2009. Et ben voilà, il a été mis dans les bonnes dispositions. Est-ce que c'est un quarterback de système peut-être? Ouais, mais il fait marcher le système. Donc, Oui, c'est ça. Avec ça, hein. C'est pas dire que Sean Payton, c'est pas dire que le mérite revient uniquement à Sean Payton, mais voilà, l'association des deux fait que les stats de Brees ont été vraiment exceptionnels parce qu'il fait des saisons quand même à 5 milliards. C'est pas donné à tout le monde, et c'est aussi ce jeu aérien hyper explosif, hyper accentué qui fait que voilà, que Drew Brees est peut-être à la place qui est la sienne aujourd'hui. Voilà. Après, qu'il arrive à faire briller des receveurs qui sont pas forcément très connus, très cotés, ça, on peut difficilement dire que Drew Brees a pas été un expert dans ce domaine-là, mais le système l'a aussi mis en valeur. On s'est posé la question pour Brady en comparant par exemple la saison 2008 où il se blesse et où Matt Cassel prend bien le relais derrière. On n'a pas vu ce que peut donner un autre quarterback des Saints avec Sean Payton, mais voilà, c'est peut-être légèrement à relativiser, même si encore une fois la carrière de Drew Brees reste énorme. C'est ça. Ouais, après, moi j'ai du mal à reprocher à des mecs que ça marche avec leur coach et que leur coach se fasse pas lourder. Donc à partir du moment où le gars est bon, forcément le coach reste. Oui, bien sûr. Donc c'est aussi un cercle vertueux, quoi. Bon, en tout cas, il faut quand même noter, et je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, c'est que tous ces records-là, ils sauteront tôt ou tard avec l'évolution de la ligue et vers la passe. Et la longévité des joueurs relative aussi. Voilà. Et la longévité des joueurs, donc tout ça c'est appelé à... Enfin, c'est pas le premier à dépasser Peyton Manning a priori. Panthers 33, Giants 31. Les Panthers ont marqué plus de 30 points pour la première fois depuis 2015, mais Graham Gano les a crucifiés avec un field goal de 63 yards pour la gagne. C'est désespérant pour New York un petit peu, mais il y a peut-être de l'espoir avec la renaissance offensive qu'on a vue, avec un Beckham qui lance, un Beckham en profondeur. Enfin, il s'est passé des choses quand même offensivement pour une fois. Alors, ça m'a surpris parce que tu as commencé par dire que les Panthers avaient plus marqué plus de 30 points depuis 2015. Pardon, les Giants. Tu parlais bien des Giants. Non, mais ça m'a confirmé, la suite de ta phrase m'a confirmé là-dedans. Oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, d'autant plus que la défense des Panthers est censée être une défense un peu plus relevée que ce qu'elle a montré dimanche. Donc, ouais, maintenant, c'est sûr, c'est dommage de perdre ce match. Est-ce que ça veut dire que les Giants peuvent continuer avec cette équipe-là et avec ce quarterback-là notamment?
j'ai du mal à y croire quand même parce que c'est un match depuis le début de la saison, c'est un match depuis 2015. Il y a quand même des questions à se poser. Tu peux de temps en temps t'en sortir, mais j'ai du mal à voir le long terme avec ce genre de composition-là. Ouais, honnêtement, moi, ce qui m'inquiète un peu quand même, alors pour relativiser encore une fois un petit peu le niveau offensif des Giants, c'est que, alors certes, les Panthers, il manquait toujours Thomas Davis au poste de linebacker. Par contre, paradoxalement, c'est pas contre le sol qu'ils ont inquiété, c'est vraiment contre la passe. Raoul parlait du jeu surprise où Odell Beckham envoie, qui l'envoie au TD d'ailleurs, j'ai oublié d'ailleurs. Bah, Saquon Barkley. C'est Saquon Barkley qui l'envoie au touchdown sur sa passe, mais ouais, enfin, on a senti quand même une certaine naïveté sur le jeu contre la passe. Et surtout une petite saute de concentration également en fin de match qui permet aux Giants de revenir, et notamment avec cette passe longue distance de Eli Manning pour Odell Beckham. Voilà, ça va peut-être être des choses à corriger. On sait qu'Eric Reid est arrivé depuis peu du côté de Carolina. On sait que le pass rush, voilà, peut être quand même un petit peu meilleur que ce qu'on en a vu, mais faut pas oublier que voilà, contre Cincinnati, ils avaient été repoussés dans leur dernier retranchement également il y a quelques semaines de ça. C'est voilà, défensivement, je les trouve pas encore totalement rassurants. Après, offensivement, ils ont, malgré comme tu le dis souvent Alain, le côté un petit peu isolé de Cam Newton, ils arrivent quand même à répliquer, ils marquent des points, et Christian McCaffrey notamment a encore été assez précieux ce week-end. Et bah, comme on a parlé des deux, on passe au match suivant entre les Steelers et les Falcons. Ça c'est fait. 41 pour Pittsburgh, 17 pour Atlanta. Les Falcons ont pris beaucoup de points. C'était attendu, mais ils n'en ont pas rendu beaucoup cette fois. Et c'est là que ça devient compliqué. Ouais. C'est une grosse défaite. Grégory, est-ce que c'est fini ? Alors c'est fini, je suis pas sûr. Paradoxalement, ils vont avoir un calendrier un poil plus favorable ces prochaines semaines. Alors il y a le match contre Tampa Bay à la maison qui va venir et qui va déterminer pas mal de choses, parce que là, s'il y a des défaite, ça va être compliqué, surtout que c'est à la maison. La Tampa Bay qui sort d'une bye week, mais bon, on aura le temps d'y revenir. Mais ils vont avoir un calendrier sur les 5-6 prochains matchs relativement favorable. Donc voilà, s'ils se loupent pas et qu'ils gèrent bien la bye week entre-temps, il y a peut-être moyen de se remettre un petit peu d'équerre. Après, c'est sûr que là, c'est encore un résultat qui fait mal au moral. Ils ont tenu un long moment, je trouve, contre cette équipe des Steelers, en maintenant notamment l'attaque des Steelers en termes de touchdown, j'entends. Ils ont maintenu à 13 points pendant un petit moment. Et il y a ce momentum qui les a vraiment plombés, avec notamment le punt bloqué de Matt Bosher. Voilà, et on a la sensation... Alors, la défense a tenu du mieux qu'elle a pu. Après, offensivement, ça n'a pas forcément marché, avec 6 sacs, notamment sur Matt Ryan. Et encore une fois, les équipes spéciales qui coûtent cher. Il y avait déjà eu un punt bloqué contre les Saints. Donc ça aussi, ça va être un domaine à surveiller du côté d'Atlanta. Grosse déception du coaching staff depuis le début de la saison. Autre question pour toi, Grégory. Est-ce que le changement de coordinateur après le Super Bowl, de coordinateur défensif après le Super Bowl perdu, c'était une erreur ? Alors je suis pas sûr, parce que de toute façon il y avait pas vraiment, faut pas oublier que Richard Smith était parti avant le Super Bowl. Enfin en tout cas il officiait plus vraiment comme coordinateur défensif, c'était Dan Quinn qui gérait déjà la défense à ce moment-là. Après Marc-Antoine Manuel qui a été nommé coordinateur dans la foulée, et voilà, a cette casquette là officiellement, mais encore une fois je pense que c'est vraiment Dan Quinn qui a un petit peu la main là-dessus. Alors, est-ce qu'il faut qu'il délègue un peu plus ? Est-ce qu'il faut qu'il ait un meilleur relais pour vraiment appeler les jeux quand lui est focalisé sur autre chose ? C'est à voir. Mais honnêtement, j'ai du mal à juger pour l'instant. Je ne sais pas si vraiment le changement de coordinateur défensif va tout révolutionner à l'heure actuelle. Raoul, est-ce qu'on a eu droit à une petite renaissance des Steelers ? 2 touchdowns pour Antonio Brown, 6 sacs en défense, Julio Jones limité à 62 yards. C'était pas mal. Sur le papier, en tout cas, c'était pas mal. C'était mieux. On attendait, on l'avait dit un peu la semaine dernière, que ce match-là serait déterminant pour la suite des deux équipes et malheureux vaincus. Donc là, pour les Falcons, heureusement, Greg l'a dit, il y a un calendrier plus simple, mais pour les Steelers, ça me donne un peu de morale, parce que ce début de saison, il est compliqué sur le terrain, mais il est compliqué en dehors aussi, avec l'affaire Le'Veon Bell, avec Antonio Brown, qui est quand même pas complètement épargné aussi par les histoires hors terrain. Il y a plein de choses qui vont pas. On se commence à se demander quand allait sauter Mike Tomlin. Là, ils se sont achetés un peu de temps. Ils vont, pour reprendre une expression bien anglaise que je viens de traduire sans me rendre compte, pardon. Défensivement surtout, TJ Watt, encore un gros match. Alors voilà, comme à Tampa Bay, on voit que la défense aussi est capable d'élever son niveau de jeu, et ça c'est pas mal. Ouais. Donc ça va mieux. Il va falloir confirmer ça. Je sais pas à quel point ça va être possible de le faire, et à quel point les défenses adverses vont être généreuses avec eux. Mais bon, on va dire qu'on paye pour voir ce que ça va donner ensuite.
Pour l'instant, ça pointe donc dans le bon sens. Lions 31, Packers 23, 4 field goals manqués, une attaque pas inspirée, menée 24-0 à la pause. Aaron Rodgers avait des receveurs blessés, les rookies n'ont pas été bons, et du coup, son jeu au sol, évidemment, c'est compliqué. Mason Crosby avait déjà eu des soucis en 2012, il s'est repris, il était à 85,4% depuis. Ils lui ont déjà assuré leur confiance, donc a priori ça ne va pas changer. Mais les problèmes de cette équipe de Green Bay restent. Est-ce que Mike McCarthy peut commencer à être menacé? J'ai l'impression que c'est vraiment la première fois où on remet à ce point-là en cause ses choix, même à l'intérieur de la franchise quasiment. Moi, j'ai l'impression que tous les ans on dit ça. Tous les ans on te dit que ça va être galère parce que McCarthy c'est toujours pareil, il propose rien de nouveau, il compte que sur Aaron Rodgers et ses big plays, il y a pas de jeu au sol, il y a rien d'autre. Et puis finalement il est là l'année d'après. Donc en fait, moi j'ai commencé à arrêter de croire au départ de McCarthy qui, je pense, serait un bon électrochoc, mais aurait dû avoir lieu il y a déjà longtemps. Ouais, alors pour répondre à ta question, je pense qu'il faut voir quand même la chose de deux angles. Il y a déjà eu une défaite quand même assez inquiétante à Washington où Green Bay a été globalement bien dominé. Et c'est vrai que ça fait deux défaites quand même assez cuisantes pour Green Bay, même si en effet il y a ces 10-12 points qui sont abandonnés en cours de route par Mason Crosby et qui auraient pu rendre le match beaucoup plus serré. Après, voilà, c'est quand même le match où rien va dans le sens de Green Bay. Il y a les field goals, il y a ce ballon qui est touché par Kevin King. Alors, c'est même pas flagrant pour moi sur le punt des Lions que le joueur de Green Bay retouche le ballon derrière, et derrière ça met Détroit sur des bons rails, avec des Lions qui enfin commencent à trouver un jeu au sol à peu près décent, notamment par l'intermédiaire de Kerryon Johnson. Donc voilà, une équipe de Détroit qui reprend la confiance, c'est en face une équipe de Green Bay où vraiment c'était clairement un jour sans. Donc c'est aussi à prendre en considération malgré tout dans l'équation concernant McCarthy. Kerryon Johnson, 70 yards, tu l'as dit, 22 de plus pour le Garrett Blount. Donc ils sont en train d'équilibrer leur attaque du côté de Détroit. Ça, c'est vraiment important. Ils commencent enfin à faire ça. En défense, c'était du coup un petit peu mieux aussi face à cette équipe des Packers. C'est marrant, les Lions, ils tapent les grosses équipes pour l'instant. Il faut que ça soit du très lourd en face. Ils ont tapé Aaron Rodgers et Tom Brady quand même. Donc il va falloir réussir ça contre des équipes un peu moins bonnes, paradoxalement. L'équipe de France. Juste pour confirmer ta théorie, Alain, il me semble qu'ils ont... Alors, les 3 matchs qu'ils ont perdus, c'est que contre des équipes qui ont un bilan négatif à l'heure actuelle. Bills 13, Titans 12. En parlant d'équipe avec un bilan négatif, les Bills l'ont encore fait. Ils ont encore gagné avec un Josh Allen à 42 d'évaluation, très très mauvais à la passe. 24 courses de LeSean McCoy et surtout une défense qui a été très bonne. Alors Allen, c'est quand même 10 sur 19 pour 82 yards et un touchdown et une interception, pardon. Donc c'est quand même très très compliqué. Il y a des mecs qui font plus de yards sur une seule course. Et en face, Marcus Mariota, 14 sur 26, 129 yards, une interception, une chandelle incroyable. Il y a un lancer en chandelle de Mariota touché qui est incroyable. Il a 2 doigts d'être intercepté par Tre'Davious White, ça aurait été magnifique. C'est White qui n'arrive pas à garder un orteil dans le terrain. Qu'est-ce qu'on fait encore de Marcus Mariota? Je commence à en avoir marre de poser les questions. J'ai l'impression que tu la poses toutes les semaines. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, c'est qui remplaçant chez les Titans? C'est Gabbert. Oh, ouais, bon. Le Real American. Bah ouais, reste avec. Quoique, quand il avait repris il avait pris un poste de remplaçant. Il avait pas été si mauvais que ça. Je me souviens plus. Arizona, non? Ou San Francisco? J'ai San Francisco en tête, mais c'est peut-être pas ça. Mais non. Non, mais enfin, je sais pas ce qu'on fait de Mariota. Honnêtement, c'est assez perturbant. La semaine dernière contre Philadelphie, il est presque l'instigateur, on va dire, du retour fulgurant de Tennessee. Et puis la semaine d'après, voilà. De toute façon, Bortles-Mariota, on a l'impression que c'est un peu le même combat. C'est en termes de. Non, la différence, c'est que Mariota, il arrive, il a un athlète, enfin, il est plus athlétique, donc ça lui permet au sol d'être un peu plus menaçant, et voilà, il a peut-être une fluidité que n'a pas vraiment Bortles. Ouais, c'est pour ça que je disais t'es dur. Il est quand même plus athlétique. Bon, voilà, pour ce qu'on lui demande, à savoir lancer des ballons, ça reste assez compliqué, et quand il se fait intercepter, c'est là aussi des interceptions qui sont quand même assez grossières. Après, j'ai pas la sensation qu'on sente encore vraiment la patte du coordinateur offensif Matt LaFleur. Je trouve le jeu au sol, notamment, qui était une grosse force de Tennessee l'année dernière, je le trouve assez sloppy, pour faire plaisir à Raoul aujourd'hui. Voilà, que ce soit Dion Lewis ou Derrick Henry, on n'arrive pas à installer vraiment un jeu au sol solide, ou en tout cas avec un running back qui a suffisamment de rythme pour mettre à mal l'équipe adverse, et c'est une donnée qui peut être problématique, alors que la défense, paradoxalement, des Titans, c'est énorme depuis le début de la saison. Donc ça ne sent pas la fleur sur le banc des Titans.
Pardon, il fallait enchaîner là-dessus. Je croyais que c'était juste une blague. Je sais pas. Bon. Et du coup, je ne sais plus où j'en suis. Bon, les Bills, ils ont gagné grâce à leur défense, mais Josh Allen, c'est toujours pas ça quand même. Bah, c'est les mêmes problèmes. En fait, on a les deux problématiques de chaque côté. C'est-à-dire deux bonnes défenses depuis le début de la saison, mais comme offensivement, on galère un peu. Bon, après, Josh Allen, il est pas super bien entouré non plus. On va pas se mentir. La ligne offensive des Bills, c'est une de celles qui a concédé le plus de sacs. Je me demande même si c'est pas celle qui a concédé le plus de sacs depuis le début de la saison. Houston est devant. Ouais, mais ça doit jouer un peu. À mon avis, ils sont pas loin derrière. Mais ouais, et puis voilà, il a pas de receveur. Bon, après, on l'avait dit après la draft, ça reste un projet dès sa première année. Quand on le balance dans le bain dès le deuxième match comme ça, fallait pas s'attendre à des miracles, mais voilà, il va falloir compter sur la défense pour Buffalo pour espérer s'imposer. C'est pas eux qui ont le plus de fumbles provoqués d'ailleurs, la défense de Buffalo? Alors là, j'ai pas la stat. Il me semble. C'était une question du quiz de En tout cas, énorme saison du linebacker Matt Milano qui a encore été vraiment précieux pour les Bills ce week-end. Browns 12, Ravens 9 après prolongation, match défensif. Est-ce qu'on va se plaindre parce qu'on dit qu'il y a beaucoup trop de points et d'attaques parfois? Alors là, on a eu un match défensif. Bon, Joe Flacco a lancé 56 fois. Joe Flacco ne doit pas lancer 56 fois. 57 passes pour 25 courses. C'est pas comme ça que les Ravens gagnent, très honnêtement. Ils ont eu des occasions, mais on sent bien qu'ils doivent gagner avec une attaque plus équilibrée, non? Ouais, tu dis qu'on en a marre des matchs offensifs. Il y a quand même un juste milieu par rapport à ce qu'on a vu là. Hein. C'était quand même pas exceptionnel. Après, de toute façon, j'ai l'impression qu'entre ces deux équipes-là, c'est jamais très beau. Il y a une espèce de malédiction quand les deux se jouent, où ça devient le jeu moche. Après, c'est sûr que Flacco doit pas lancer 56 fois, mais il y a quand même un drop énorme de Michael Crabtree en fin de match qui doit quand même faciliter la tâche des Ravens. Et là-dessus, c'est sûr que Baltimore peut avoir clairement des regrets offensivement. Baker Mayfield est à 25 sur 43, 342 yards, un touchdown, une interception. Lui, pour le coup, il lance plus, il est plus précis qu'un Josh Allen ou que... J'avais cité un autre rookie avec un Josh Rosen sur cette semaine. Il continue de montrer des bonnes choses quand même, Baker Mayfield. Et les deux rookies, d'ailleurs, Denzel Ward a encore une interception et un field goal contré qui est très important. Donc là, pour le coup, on aurait une cuvée de draft réussie des Browns au premier tour. Waouh! Ça n'est plus arrivé depuis la création de la franchise. Non, mais c'est ce qu'on dit depuis le début de la saison, c'est que cette équipe-là, elle va pouvoir aller gratter quelques matchs, elle va faire mieux que ses années précédentes, hein, de toute façon c'est déjà le cas. Et s'il continue un peu sur cette lancée en étant un peu intelligent sur les drafts et les free agency, ça peut devenir une équipe, attention, forte. Surtout qu'il n'y a pas une ligne offensive, hein. Mais ça c'est sûr que voilà, et ça restera un jeu risqué. Il y a beaucoup d'interceptions depuis qu'il est titulaire, mais ça reste un jeu risqué forcément de sa part. Et la défense a encore été performante. Les Ravens ont échoué sur leurs 6 premières troisième tentatives. Ça fait beaucoup de chiffres, mais vous avez compris. Les Jets 34, Broncos 16. Les Broncos ont pris 512 yards sur le nez, dont plus de 300 au sol. Vance Joseph est un coach défensif. C'est leur head coach. Est-ce que c'est le premier menacé sérieusement cette saison? Oh, j'y ai pas pensé, tiens. Oh bah oui. Dès l'année dernière, j'ai dit que pour moi c'était une erreur de casting. Donc là, ils ont espéré durant les 2 premières semaines contre des équipes de Seattle et d'Oakland, qui étaient en période de transition très clairement pour le début d'exercice. Mais là, ça commence vraiment à devenir beaucoup plus problématique. Et défensivement, c'est pas possible de proposer une copie pareille. 220 yards. Enfin, en face, ils ont pas le Adrian Peterson de la grande époque. Ils ont pas Todd Gurley. Enfin, ça, Isaiah Crowell, c'est un running back intéressant, on va dire, capable de faire des bonnes sorties. Mais de là à prendre 220 yards sur la tronche, et ils prennent 100 yards de Bilal Powell à côté de ça. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et Robbie Anderson qui met à l'amende Bradley Robbie, ça c'est pas non plus hyper rassurant du côté de cette défense des Broncos. Je sais que t'en parlais il y a quelques semaines, Alain, le niveau de cette défense de Denver qui t'inquiétait. Là, très clairement, il y a vraiment plus grand chose. Et pourtant, ils ont 2-3 pass rushers de bon niveau, quoi. Ouais, je suis content, j'ai eu bon sur la défense de Denver, les Bengals et Bortles cette année. C'est déjà pas mal. Et moi, je vais te dire pourquoi je pense que c'est probablement le premier viré. C'est aussi parce qu'il y a une direction, et notamment John Elway, qui peut faire ce genre de choses-là. Alors que des mecs qui sont menacés actuellement, ou en tout cas qui sont un peu cas un cas, ça aurait été Mike McCarthy ou des choses comme ça. Ou Mike Tomlin, qui sont dans des franchises où on bouge quand même rarement en cours de saison et rarement avec pertes et fracas en milieu d'année, etc. Là, je pense qu'à Denver, John Elway peut appuyer sur la détente en cours de saison et qu'il n'hésitera pas à le faire parce qu'en plus, il va quand même... Il a une philosophie assez agressive sur la free agency, etc. ces dernières années.
Je pense pas qu'il ait peur de virer un coach en cours d'année. Donc je pense qu'il peut être le premier à sauter pour ça. Moi je pense que là, Vance Joseph, il est parti pour ça, et clairement, c'est un scandale de faire ça en défense avec le matos qu'il a, parce qu'il a quand même des joueurs autour desquels construire. Donc là, il y a un vrai problème, et le départ de Wade Phillips leur a quand même fait beaucoup de mal sur le plan de la défense, et c'est Vance Joseph qui l'a foutu dehors. Donc, de toute façon, il a que ce qu'il mérite en l'occurrence. Sam Darnold n'a pas complété la moitié de ses passes, mais il a lancé 3 touchdowns, et on l'a dit, Robbie Anderson, c'est 3 réceptions, 123 yards, 2 touchdowns, pardon. Raoul, tu avais un petit mot sur ce match-là, ou on passe au suivant? Non, mais je suis d'accord avec vous. L'exemple que tu donnes de Vance Joseph, qui est le premier à sauter, peut aussi être le cas dans la mesure où un Mike McCarthy ou un Mike Tomlin sont là depuis des années et font un peu partie de l'institution et ont prouvé leur valeur. Vance Joseph, il était sorti de nulle part l'an dernier. Déjà l'an dernier, Greg l'avait dit, c'était un peu le froncement de sourcil en se demandant qui était ce type. Ça va pas. Maintenant, moi, le seul truc que je tempère un peu, c'est que j'attendais pas grand-chose des Broncos de toute façon cette année. Non, mais c'est vrai. Tu sais, depuis le départ de Peyton Manning, tout est à reconstruire chez eux, et c'est pas cette année, donc bon, ça me surprend pas plus. T'es un peu dur parce qu'ils avaient quand même une défense. Ouais, mais encore, elle s'est fait piller leur défense. De Peyton Manning, je pense qu'ils auraient pu s'en remettre vu ce qu'il a montré dans sa carrière. Mais pour moi, c'est l'élément phare, enfin c'est l'élément un peu symbolique, mais ils se sont fait piller leur défense l'année d'après. Hein. Ah bah oui, Malik Jackson, Danny Trevathan, c'est sûr que mais voilà, par exemple un Brandon Marshall qui était performant il y a encore quelques années, j'ai la sensation que sur le run stop, alors il est pas super bien entouré non plus, mais j'ai la sensation qu'en termes de run stop, il commence à être un peu plus léger, mais c'est que mon avis. Chargers 26, Raiders 10, seulement 289 yards dans l'attaque pour les Raiders, 2 turnovers, 10 points seulement, pas grand chose à faire. Juste un petit mot sur cette polémique, ils ont eu la balle à 1 yard de la end zone, ils n'ont pas donné le ballon à Marshawn Lynch, interception. Superbe. Bon, moi, pour le coup, alors là, je suis dans le camp de John Gruden, au sens où ils étaient menés 23-10, c'est pas la dernière action du Super Bowl. Si tout le monde appelait des courses à 1 yard de la end zone, il y aurait plus de variété, les défenses pourraient... Donc je suis d'accord que tu peux appeler une course, mais c'est pas un scandale, c'était pas une action décisive, ils étaient déjà menés, non, je sais pas. Je vais en profiter pour faire mon troll que j'ai fait sur le Slack, mais voilà, faut pas oublier que ce week-end ils jouent Seattle, et voilà, je pense que c'était un petit hommage, un petit troll de John Gruden à Pete Carroll, de lui montrer, regarde, moi aussi je sais faire lancer le ballon au quarterback à 1 yard de l'embut. Mais non, mais tout le monde l'a relevé parce que c'est Marshawn Lynch qui est le coureur, sinon tout le monde aurait juste dit c'est pas alors, plus, c'est juste pour la blague quoi. Il y a ça, il y a le fait que ce soit Marshawn Lynch. Après, par contre, les stats donnent raison, c'est incroyable. Depuis le fameux Super Bowl, alors je crois que ça compte le Super Bowl, si je dis pas de bêtises, les équipes qui avaient Marshawn Lynch et qui ont eu une tentative à 1 yard de la end zone et qui ont passé le ballon, il y a eu 4 passes. Le bilan, c'est 2 interceptions, 2 incomplètes. Donc, a priori, il vaut mieux lui donner le ballon quand même. Il y a vraiment des gens qui vont chercher ça. Après, sur ce match-là, Marshawn Lynch, il est retombé un petit peu dans ses travers. Alors, on m'avait corrigé à raison, parce que c'est vrai que jeudi dernier, lors du podcast preview, j'avais évoqué le fait que les Chargers n'étaient pas hyper assurants sur le run-stop, alors qu'en effet, ils étaient bien mieux que la saison dernière, et ils l'ont démontré en muselant comme il fallait Marshawn Lynch, et on se retrouve encore une fois avec un jeu offensif des Raiders qui dans les airs peut envoyer, on dira, peut lancer à outrance, mais forcément ça a des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire que ça peut également provoquer des turnovers, et il y en a encore eu de la part de Derek Carr. Il me semble qu'il perd Amari Cooper sur blessure en plus. Possible. Ça me dit rien là, tu vois. Il est sorti, mais il est pas... D'accord, autant pour moi là. Non, mais surtout pour rebondir sur ce que tu dis sur les turnovers, Derek Carr, 8 interceptions depuis le début de la saison, c'est le quarterback qu'on a lancé le plus. Donc c'est quand même pas rassurant là-dessus non plus. Bon, et les Chargers en face en ont profité, 412 yards, 7 sur 13 sur 3e tentative, ils ont déroulé ce qu'ils avaient à dérouler en attaque. Plutôt un match sans histoire pour eux à ce niveau-là, on est plutôt d'accord. Seahawks 31, Rams 33, les Rams ont frisé la correctionnelle, ils ont été agressifs en convertissant une 4e tentative dans leur moitié de terrain pour ne pas rendre le ballon en fin de match, mais leur défense, on a dit la semaine dernière qu'il leur fallait un match référence, ce sera toujours pas celui-là quand même, et il y a toujours des fuites dans cette défense de Los Angeles qui était censée aussi faire partie de la All-Star Team avec Ndamukong Kongsu, avec Michael Brokers, avec Aaron Donald, avec Aqib Talib, etc. Et Marcus Peters qui a pris beaucoup de vent cette semaine. Donc, est-ce qu'on est inquiet pour cette défense-là? Inquiétude toute relative, mais inquiétude. Je suis pas inquiet pour une équipe à 5-0 de toute façon. Non, alors moi, c'est sûr que là où j'ai du mal, c'est vrai que... Alors, certes, cette défense des Rams n'a pas été hyper impressionnante, c'est peu de le dire. Et en effet, tu parlais notamment de Marcus Peters qui s'est quand même fait enrhumer 2-3 fois par
par David Moore, qui est pas non plus le receveur star de cette équipe des Seahawks. Donc ça va être clairement à rectifier. Après, honnêtement, pour enchaîner, pour faire une petite parenthèse quand même sur les Seahawks, offensivement, je trouve que il y a vraiment la mentalité. Il y a une mentalité offensive, une intensité, une agressivité que je trouve vraiment retrouvée du côté de cette équipe de Seattle, notamment sur le jeu au sol. Et voilà, alors je sais plus, c'est DJ Flucker à un moment qui met Ndamukong Kongsu sur le cul. Enfin, c'est symptomatique, c'est des choses qu'on voyait beaucoup moins du côté de Seattle ces derniers mois. Et il y a de nouveau cette agressivité dans les tranchées, sûrement le départ de Tom Cable, dirait Camille. Mais voilà, il y a de nouveau cette envie et ce côté vraiment hyper agressif. Et c'est là aussi où Seattle a vraiment bousculé, mis dans les cordes d'une équipe de Los Angeles qui a été un petit peu moins fringante, à l'image notamment de Jared Goff, on va peut-être y revenir. Mais voilà, c'est peut-être aussi là-dessus que la défense des Rams, c'est pas totalement à incriminer, parce que dans le Money Time, on dira, à l'image des passes déflectées par Corey Littleton, ils font aussi les jeux importants quand il faut les faire. Alors tu m'as ôté les mots de la bouche, c'est 190 yards au sol pour Seattle, je voulais donner la stat, il y a une vraie volonté qui se confirme au fil des semaines de retrouver en effet cette mentalité et ce jeu au sol d'abord, et puis laisser Wilson se débrouiller un peu comme ils peuvent. Commotion pour Cooper Kupp et Brandon Cooks quand même dans ce match, donc Jared Goff avait un peu moins de cible que d'habitude, et tu l'as trouvé moins fringant du coup. Bah oui, alors après, pourtant il y avait un Todd Gurley qui était bien présent, mais c'est sûr que oui, au niveau des choix, je l'ai trouvé un petit peu moins fluide, on dira, au niveau des fenêtres qu'il avait tendance à privilégier. En effet, sans doute que la sortie de Kupp et surtout de Cooks assez rapidement a dû relativiser ça. Mais bon, voilà, après, comme disait Raoul, si ton quarterback termine à 2 interceptions, fait pas les meilleurs choix qui soient, mais permet quand même à ton équipe de marquer 33 points, bon, bah, t'essayes quand même de relativiser, mais voilà, c'est un problème de riche du côté de Los Angeles, mais en tout cas, il a été un peu moins bon, mais ça empêche pas Los Angeles de rester dans le coup. Allez, des franchises qui n'ont pas de problème de riche, les 49ers 18, Cardinals 28, seulement 220 yards en attaque pour les Cardinals, seulement 20 minutes de possession, mais 5 turnovers. Vous voulez l'importance des turnovers? Les 49ers perdent en gagnant 447 yards contre 220. Ils jouent 92 actions offensives contre 49. Ils gagnent 33 first down contre 10. Et pourtant, ils perdent. Une belle passe de touchdown, 2 au sol pour David Johnson et un fumble retourné pour un touchdown. Josh Rosen termine à 10 sur 25 et 170 yards. Comment les 49ers ont fait pour perdre ce match? On ne sait pas. C'est les stats que tu donnes me rendent triste en fait. C'est vraiment horrible. Non, mais sérieusement, que tu arrives à perdre avec tous les chiffres que tu as donnés face à une équipe d'Arizona qui est clairement une des pires cette saison. C'est quand même très inquiétant, et c'est là où tu vois qu'en fait Garoppolo c'était l'arbre qui cachait la forêt à San Francisco, parce que derrière, à part Matt Breida au sol, il n'y a pas grand chose dans cette équipe malheureusement. Non, c'est clair. C'est la misère totale, les Cardinals. Pardon. Non, mais il y a pas de souci. Mais alors, moi, c'est vrai que la stat que j'ai trouvé dingue, c'est vraiment le 10 first down, 28 points. Alors, où c'est vraiment un max de réalisme, mais en tout cas, ils peuvent vraiment remercier leur défense. Alors, il y a un touchdown défensif, je crois, de Josh Bynes. Prestation encore aboutie de la part de Chandler Jones. Mais voilà, on avait vu qu'Arizona l'année dernière était bon défensivement, un peu moins inspiré offensivement. Ils sont à peu près dans cette même état d'esprit cette saison-là, un peu comme Buffalo. Faut raconter sur la défense pour aller chercher les victoires en attendant le développement du quarterback rookie. Après, il y a une petite connexion Rosen-Kirk qui commence à se faire entre les deux joueurs de première année, mais voilà, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de boulot pour Steve Wilkes. Et évidemment, on est tous impatients qu'il ait un peu plus d'expérience et que Kirk devienne capitaine de cette équipe. Texans 19, Cowboys 16. Ah bah, je la ferai toutes les semaines. Jason Garrett aurait-il dû jouer la 4e tentative sur les 42 yards adverses en prolongation? Bah, on voit depuis, on a vu cette semaine que ceux qui les ont tentés, les ont réussi. Donc, il doit la jouer 10 fois, non? Comment? Il doit la jouer 10 fois. Oui, moi je suis d'accord. Moi, de toute façon, on a déjà eu ce débat la semaine dernière. Il faut les jouer. Quand tu es dans ces situations-là, tu peux pas te permettre de faire petit bras. Greg est silencieux. Tu l'aurais joué? Dans l'équipe sur près des 40 yards adverses, oui, ça se tente 9 fois sur 10. C'est sûr que là, ça paraît un petit peu étonnant, parce qu'en plus, Dallas reste sur une victoire contre Détroit, justement, à l'arrache. Dans un match où Dak Prescott est pas extraordinaire, mais il est pas non plus horrible.
des souvenirs que j'en ai. Donc je sais pas, ça aurait peut-être permis justement de rebooster un petit peu cette équipe de Dallas qui est un petit peu quinquin depuis le début de la saison, avec notamment ces problèmes de O-line qui sont assez inhabituels. Bon, voilà, là, ça se tente pas, et puis il le paye cash derrière, donc c'est sûr que ça a une double conséquence. Non seulement ça rebooste pas ton équipe, et en plus, ça les met un petit peu la tête dans le seau avec un bilan de 2-3 désormais, donc pas forcément très inspiré. Les Texans sont à 1/6 dans la red zone. Texans is the new Falcons, j'ai envie de dire pour toi, Greg. Monsieur Mattei, hein. Un poil dur. Comment ça va mieux? Bon, ça va mieux. Est-ce qu'ils sont à 1/6 notamment parce qu'ils n'ont pas de jeu au sol et que du coup ils sont prévisibles? Peut-être. Maintenant, quant à ce jeu aérien que là, tu dois pouvoir t'en sortir quand même. DeAndre Hopkins continue de prouver que, pour le coup, lui, je le trouve sous-coté dans la mesure où on n'en parle pas autant que plein d'autres receveurs, et pourtant, qu'est-ce qu'il a là comme boulot? Donc, et puis t'as Kiki Kuti. Oui, Kiki. Il y a Kiki qui continue de pardon, je peux pas faire ça. Qui continue de faire des bons matchs aussi. Donc, ouais, il y a pas de jeu au sol, mais il y a des équipes qui ont un jeu au sol moins bon que ça, donc et qui ont pas de jeu aérien non plus. Donc honnêtement, contente-toi de ce que t'as et essaie de jouer avec. Non, mais il manque cette superstar au sol, ça c'est sûr, pour retirer un petit peu de pression à Deshaun Watson et en tout cas l'exposer un petit peu moins vis-à-vis des défenseurs adverses. Et c'est sûr que ça doit limiter un petit peu le choix pour Bill O'Brien quand on arrive dans les 20 yards adverses. Ouais. Et est-ce que quand Kuti va réussir un gros match, on pourra se permettre des trucs, ils ont gagné grâce à un gros kiki? Bah, toi, tu feras ce que tu veux, hein, c'est ton site, mais je veux pas être mêlé à ça. Ah oui, non, c'est Kéké de toute façon. Ouais, bah, ça dépend si tu le dis à l'américaine. Ouais, s'ils se blessent à force de trop jouer, on dirait qu'ils ont tiré sur Kiki. Bon, bref, on peut passer. Ils ont trop tiré sur Kéké. Oh là là. Hein. Bon, Patriots 38, Colts 24. Un touchdown pour. Eh oui, il en reste un. C'était celui du jeudi, un touchdown pour Josh Gordon. C'était le 500e de la carrière de Tom Brady. Un retour réussi pour Julian Edelman. Sonny Mitchell efficace au sol. Est-ce que c'est bon pour l'attaque de New England? Bah oui, c'est bien de mettre 38 points aux Colts. Bravo, félicitations. Je te sens ironique quand tu dis. Un peu, non mais Ouais, évidemment. ouais. Mais voilà, c'est un match du jeudi soir où les Patriots affrontent une équipe des Colts en rémission, à l'image de Andrew Luck. Donc, mais évidemment qu'ils doivent gagner ce match-là et ils le font sans trop forcer. Je rappelle juste qu'il manquait Darius Leonard en face. Hein. Je dis pas que ça aurait tout changé. En l'occurrence. Peut-être que Sonny Mitchell aurait fait le même match, mais en tout cas, ça peut pas être une mauvaise chose, en tout cas, pour New England. On avait vu que malgré les petits pépins physiques, notamment Isaiah Wynn, le rookie, qui était out de saison, la ligne offensive tenait globalement sur le pass pro. Si là, en plus, les cibles de Tom Brady, ou en tout cas le casting des skill players autour de lui, arrive également à être performant, ça peut pas faire de mal pour rebooster cette équipe de New England, qui, sans surprise, revient avec une fiche positive en ce début de saison. Et voilà. Et clairement, les Colts, ça reste un chantier, comme tu l'as dit, sans Darius Leonard. Par contre, je sais pas si Andrew Luck il a mal à l'épaule ou pas encore, mais ils ont plus de peur avec lui. Il a lancé 59 passes quand même dans ce match. A priori, il va bien. Ça, je l'ai pas dit, mais il n'y a pas de Hilton. Voilà. Donc ça diminuait quand même largement cette équipe d'Indianapolis. On passe au top et au flop. Les tops et les flops, messieurs. Alors, on a eu un peu de mal à se mettre d'accord avant l'antenne parce qu'on on savait pas qui allait prendre quoi parce qu'il y en a beaucoup qui sont évidents. Raoul. Du coup, moi, j'ai Drew Brees, c'est ça? Oui, si, c'est ça. Non, mais c'est difficile de passer à côté, de devenir le meilleur passeur de l'histoire de la NFL. On le dit, évidemment, avec la longévité des quarterbacks et le jeu qui est de plus en plus aérien, c'est logique que ça arrive, mais c'est bien, c'est mérité et c'est beau, voilà, tout simplement. Ça m'émeut. Ça m'émeut, ouais. J'enchaîne du coup. Craig. Écoute, malheureusement, je vais mettre à l'honneur une autre équipe d'NFC Sud. Top de la semaine, Graham Gano quand même. Voilà, on tape beaucoup sur les kickers, notamment depuis le début de la saison. Là, mettre le field goal qui met d'aussi loin, dans une fin de match qui était quand même vachement sous pression pour les Panthers, qui, comme on le disait, avaient plus ou moins la victoire en main et qui se sont un peu mis en difficulté tout seuls. Voilà, réussir un tel coup de pont dans les dernières minutes, c'est tout à son honneur. Donc voilà, ça méritait un top selon moi. Alors, je suis en train de vérifier mon top pour pas vous dire de bêtises. Mon top, c'est évidemment Adam Thielen parce qu'il est énorme depuis le début de la saison. Il a 5 matchs de suite à plus de 100 yards. Personne ne l'avait fait en NFL. Et j'étais en train de vérifier son contrat parce que j'ai noté qu'il est, je veux juste pas dire de bêtises sur l'année, mais il est sur un contrat de 4 ans à 4,8 millions de dollars par an. Donc, c'est quand même une culbute assez impressionnante.
pour Minnesota avec un joueur non drafté. Je voulais juste être sûr qu'il était bien dans la 2e année de ce contrat. Je crois qu'il l'avait signé l'an dernier. C'est vrai qu'il est non drafté. Oui, il est non drafté. Et il était dans une fac locale en plus. C'est pour ça qu'il termine. Oui, Minnesota State, ouais. L'enfant du pays. C'est ça. Et en plus, il est si super sympa. Donc, c'est pour ça que je sais pas si c'est à cause de ça qu'il termine chez les Vikings, parce qu'il aurait pu aller voir ailleurs, mais c'est une belle histoire. Il termine dans l'équipe qui était juste à côté de sa Et famille. juste Alain, si tu me permets, juste un petit top très rapidement. Fletcher Cox qui met à l'amende Jalen Mills à Philadelphie, ça m'a bien fait rigoler aussi. Et voilà, Jalen Mills qui a voulu justement invectiver un petit peu Adam Thielen de manière un petit peu maladroite. Et voilà, Fletcher Cox qui l'a un petit peu dégagé tel un moucheron en lui faisant comprendre qu'il valait mieux revenir sur le bord de touche. Donc voilà, c'est l'importance des leaders en NFL, on ne le répétera jamais assez. On enchaîne avec les flops. Allez Greg, tu peux enchaîner du coup. Oula, alors, on le sait, les arbitres sont excellents depuis le début de la saison, on le sait. Alors il y a les fameux flags pour les roughing the passer un petit peu fantaisistes. Celui de Michael Bennett était quand même assez énorme ce week-end, parce que maintenant il faut réfléchir à la manière dont tu bats le lineman et en même temps la manière dont tu plaques le quarterback. Donc visiblement, ça nous confirme que les gens qui décident de ce genre de choses n'ont jamais joué au foot. Mais alors, une règle que j'ai trouvée encore plus farfelue, on a eu 2 cas de figure ce week-end avec des interférences de passe flagrantes, mais non sanctionnées parce que, selon le corps arbitral, le ballon n'était pas catchable. J'ai notamment à l'esprit l'action en prolongation, d'ailleurs je crois que c'est Cleveland-Baltimore, où Jarvis Landry se fait faire une clé de bras par un cornerback des Ravens. Derrière, il se fait shooter par Brandon Carr. Du coup, la passe est incomplète. On nous dit ah bah oui, mais du coup le ballon n'était pas catchable parce qu'il était trop loin. Forcément, si le joueur est retenu puis plaqué, il risque pas d'avoir la moindre chance de catcher le ballon. Donc voilà, je sais pas d'où ça sort. Maintenant, les arbitres ont le droit d'avoir une appréciation sur est-ce que le ballon était catchable ou pas. Ça devient assez fantaisiste. Juste pour compléter, et c'est une très bonne remarque, le truc de catch-up. Donc catch-up, c'est attrapable pour ceux qui. Ouais. Camille me disait que normalement, ce serait un contact illégal, c'est ça ? Attends, vas-y. Alors là, vas-y Camille. Je pense que c'est logique dans le sens où s'il n'arrive pas au ballon, c'est plutôt un illégal contact qu'une oui, mais passe interférence. Au moins qu'il y ait sanction. Voilà, oui, c'est ce que je veux dire. Là, qu'il n'y ait même pas un flag, c'était quand même assez grossier, surtout dans une fin de match comme celle qu'il y a eu entre Cleveland et Baltimore, où ça pouvait jouer un peu sur un coup de dé, quoi. Et juste précision sur ce que tu disais pour les brutalités sur le quarterback. Là où tu vois que les joueurs sont complètement perdus, c'est Jerry Hughes qui va sur Marcus Mariota et qui n'ose pas qui n'ose pas l'emmener au sol, qui le repousse un petit peu et en fait l'action continue et Mariota peut lancer sa passe. Alors elle est incomplète, mais ça, pour moi, cette action-là, elle était le symbole que les défenseurs sont perdus. Ils savent plus comment faire pour plaquer un quarterback et c'est quand même assez étrange. Alors je sais pas si c'est une période d'adaptation, mais on sent qu'ils sont paumés et on sent que c'est quand même très compliqué, quoi. Les mecs savent plus comment faire leur métier, en l'occurrence en défense. Raoul, ton flop? Moi, mon flop, c'est la sortie d'Odell Beckham de ce week-end que j'ai trouvé un peu. J'aime pas trop ce genre de truc. C'est vrai que on a tendance à se plaindre que les joueurs sont très souvent en langue de bois, tout le monde va bien, tout le monde est beau, blabla. Mais de là à venir tirer sur l'ambulance comme il l'a fait, je trouvais ça un peu bizarre de dire que moi, si j'étais dans une vraie équipe, je pourrais mettre 3 fois plus de points, je pourrais faire 3 fois plus de yards et tout. Ici, c'est cool, mais franchement, je suis pas bien. J'ai écouté toute l'interview parce que je voulais être sûr qu'on n'avait pas juste pris des extraits un peu clivants pour mettre ça en avant. Non, vraiment, dans toutes les interviews de 6 minutes, vous pouvez regarder, c'est pas très long. Vraiment, c'est genre, moi, je suis vraiment beaucoup plus fort que tous ces gros nullards, donc je ferais bien de me barrer. J'ai trouvé ça un peu abusé de sa part, parce que, t'es quand même dans une équipe NFL, si t'es pas content, tu le dis en interne, quoi. Et puis surtout que c'est répétitif. L'année dernière, il pleure pour son contrat. Là, il a son gros contrat et maintenant, il pleure parce qu'on lui lance pas des ballons correctement. Donc, au bout d'un moment, faut aussi savoir ce qu'il veut, quoi. Alors, moi, j'aime bien qu'il pleure sur le gros contrat, qu'il ait le gros contrat à New York et qu'après, on lui dise, vous aimez New York? Je préférerais LA, mais bon. Ouais, c'est ça qu'il dit, en plus. Non, mais le soleil à LA, c'est bien. Le mec vient de s'engager pour 5 ans et il t'explique qu'il déteste la ville ou qu'il préférait avoir du soleil. Mais c'était un peu... je sais pas, moi Raoul, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, moi je suis d'accord sur le fait qu'on trouve tout le temps qu'ils sont langue de bois. Donc je suis content quand il parle un peu pour de vrai. Après, oui, l'impact sur le vestiaire, a priori, c'est pas optimal, on va dire. J'espère qu'il va se faire recadrer, parce que franchement, c'est pas du tout le genre de truc que tu dis quand tu es une équipe qui recadre. C'est là aussi la question.
Ouais, enfin bon, Pat Shurmur. Mais faudrait. Non, mais il vient faudrait. d'arriver, voilà. C'est là aussi l'importance des cadres dans le vestiaire des Giants. Peut-être un London Collins, peut-être peut le recadrer. Il a pas hésité à le faire avec Eli Apple, Après, mais Ouais, je sais pas, c'est pas la même un offre, Odell Beckham, c'est- ça se recadre pas aussi Après, facilement que C'est ça. hein. ça, ouais. Surtout, et c'est ça aussi, j'ai oublié de le dire, pardon, mais c'est même pas que t'es la star de ta franchise, c'est que t'es une des stars les plus connues de la NFL. Donc tout le monde sait ce que tu dis et tout le monde le guette, quoi. Donc assume un peu. Après, j'allais dire, sois mais plus humble. messieurs, ça dépend aussi d'une chose. On ne sait pas s'il leur dit pas la même chose au quotidien dans le vestiaire. Ça se trouve, c'était tout à fait honnête de sa part en interview. Mhm. Et dans le vestiaire, tous les jours, il leur dit mais quel temps de merde ici, je préférerais être à LA quand même. Donc voilà, Peut-être. s'il est honnête avec eux de la même manière, peut-être que c'était transparent. Voilà, ce sera la question qui reste en suspens de ce top flop. On passe aux questions. Les questions de la semaine. Alors, c'est moi qui les ai sous les yeux. Je fais le tirage au sort et j'envoie et je pose. Ou Camille, tu veux le refaire? Je ne sais pas. Oh bah, il les a pas, je crois. Il les a pas. Bon, alors cette semaine, ça va être à mon tour à nouveau. Messieurs, question de Cavs France. Quel poste les Browns doivent-ils privilégier cet été pour une vraie amélioration? Comment ils poursuivent tackle. un tackle? Ah bah voilà. oui, si tu veux vraiment protéger Baker Ouais. Mayfield, je pense que ça me Ça paraît commence évident. par là. La réponse est simple. Jeff The One, comment expliquez-vous que les lignes offensives de Cleveland et San Francisco sont efficaces pour ouvrir des brèches pour leurs coureurs, mais incapables de protéger correctement le quarterback? Ah bah, ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire. Ouais, mais alors moi je dirais que déjà faut pas oublier, surtout puisqu'on prend l'exemple de San Francisco avec le système Kyle Shanahan, c'est pas le même rôle qu'on demande dans les deux situations, c'est-à-dire que la majeure partie du temps, il y a un rôle actif et passif en fonction de ce qu'on va réaliser. Au sol, on va avoir tendance à anticiper justement ses propres déplacements pour libérer des brèches au running back, et donc du coup, il y a un côté attaquant qui va peut-être être un petit peu plus simple parce qu'on va être maître, on dira, du jeu dès le snap. Et c'est sûr que pour protéger le quarterback, c'est différent parce qu'on va forcément être dans la résistance, dans le placement avant tout, dans le côté passif. Et forcément, on peut être très agressif et malgré tout avoir des difficultés de déplacement, peut-être des mains un peu moins résistantes ou ce genre de choses. Et ça peut expliquer notamment la différence d'efficacité dans les deux secteurs. Mais j'ai vu sur Twitter cette semaine un truc très drôle, je crois un lineman des Seahawks, où tu vois qu'en fonction du placement de ses pieds avant le snap, s'il a les pieds écartés, c'est qu'il y a passe, s'il a pied sur la même ligne, c'est qu'il y a course. Et bah, c'est un peu con parce que ça donne une bonne indication aux adversaires. Oui, c'était Germain Ifedi, si je ne dis pas de bêtises, et on voyait en effet que sur 90% des snaps où il avait le pied reculé, c'était de la protection de passe, et quand il avait les pieds alignés, c'était du coup de la course. Donc voilà. Et on aura donc appris que chez les linemen offensifs, il y a des actifs et des passifs. Donc, messieurs, la question suivante est signée. Allez, Gold Rush Black Stripes. Après Joe Montana, Tom Brady est probablement le meilleur quarterback de tous les temps. Pendant sa longue carrière, il a eu beaucoup de coéquipiers. À votre avis, quel est le meilleur partenaire que Brady ait jamais eu? Moi, je dis tout de suite Randy Moss. J'étais sûr que tu allais dire ça en plus. Randy Moss de 2007, moi, j'ai Gronkowski quand même. Ah bah ouais. Ouais. Ah, Alors- Moss, c'était énorme. Moss, tu peux pas dire le contraire, mais J'ai jamais dit Gronkowski, c'est une telle... Ah non, je peux dire. Ah ouais. Non, Calme-toi. je répondais à Alain. Non, Ouais, mais Moss, très bien. c'était costaud, mais Gronkowski, voilà, quand tu vois le gabarit qu'il a sur un poste comme celui de tight end, c'est quand même assez énorme, quoi. Juste les blessures. Gold Rush Black Stripes nous suggérait Corey Dillon, Troy Brown, Kevin Falk, David Patton, David Givens, Wes Welker, Gronk et Moss. Voilà, Parce que on a- c'est ça, Gronk et Moss. Moss a été énorme, mais quand tu vois l'impact qu'avait Walker également à la même Non, mais époque, Vinatieri, en fait, c'est tout. pourquoi pas. Et il est dans la course, ce sera un Hall of Famer probablement. Donc, Faux. il est dans la course. Kevin Falk, il était particulièrement frustrant quand tu supportais une autre équipe que les Patriots et qu'il était en face à tout faire et à toujours trouver des solutions sur troisième tentative. Je me rappelle notamment de leur premier Super Bowl gagné, il était omniprésent. Question de Dirty Fighter. À ce stade de la saison, quelles sont les franchises qui doivent impérativement drafter un quarterback au premier tour et quelles sont celles qui devront y songer au deuxième et troisième tour? Qui doit déjà penser quarterback? Les Giants, Broncos, Giants, ouais. Jaguars, Broncos. oui, Broncos. Broncos, oui. Peut-être au Et- deuxième tour, ils viennent de signer un gros contrat avec Eskilum, peut-être au deuxième tour en l'occurrence, mais Giants, Jaguars, pour moi, c'est vraiment prioritaire de chez prioritaire. Après, je trouve que cette année, on a de la chance. Tu l'as dit, Alain, avec les rookies, il y a quand même de moins en moins de mauvais quarterbacks, entre guillemets, parce que c'est quand même des quarterbacks NFL, mais de quarterbacks, tu sais que dont t'attendras rien d'eux. Il y a chez les 49ers, il y a CJ Beathard, mais il est remplaçant par la blessure de Garoppolo. Donc, on se dirige quand même vers une NFL qui est mieux équipée en quarterback que ce qu'elle l'a été dans les précédentes années, je trouve. Et puis dans les tours suivants, peut-être surveiller également, bien sûr, j'ai plus l'équipe, les Dolphins,
J'allais te le dire. Éventuellement, pour mettre un peu la pression sur Tannehill, ce serait peut-être pas du luxe, surtout qu'apparemment Tannehill n'est pas le quarterback préférentiel dans le système d'Adam Gaze, le génie Adam Gaze, comme tu aimes l'appeler alors. J'étais en train de remonter en fait toute la liste et en effet, les Dolphins me Ouais, les paraissent Redskins, Camille nous souffle les Redskins, c'est vrai, pour préparer l'après Alex l'âge. Smith. Pour l'âge. Question. Hop, Clint Eastwood, vous préférez avoir un cornerback de niveau correct du genre Tredavious White qui se fait rarement passer mais qui ne fait pas non plus de big play, ou un cornerback très agressif comme Marcus Peters, capable de faire 2 interceptions dans le même match mais aussi de complètement se trouver comme ce week-end où il offre 2 touchdowns aux Seahawks? Tredavious White tous les jours. Oui, parce que je suis pas vraiment d'accord. Tredavious En White, plus, pour ouais, ceux je qui suis se rappellent l'année dernière, il a quand même fait 2-3 turnovers. Donc ouais, White, les yeux fermés. Ouais. Lambeau Squirrel, vous êtes le nouveau GM de votre franchise favorite, donc les London Marmites évidemment. Seuls ces 7 coachs sont disponibles. Vance Joseph, Marvin Lewis, Mike McCarthy, Jack Cutter, Hugh Jackson, Bill O'Brien et Jason Garrett. Lequel choisissez-vous? Waouh. McCarthy quand même. Marvin Lewis? Non, alors déjà, il y en a quand même un qui a gagné le Super Bowl. Encore une fois, on peut dire que c'est grâce à Aaron Rodgers, mais bon, il y en a quand même un qui a gagné le Super Bowl. Et je veux bien lui dire, on va te laisser une petite chance par rapport aux autres, quoi. Mais j'aime bien Marvin Lewis parce qu'il a un petit côté assistante sociale aussi quand même. D'accord. Pourquoi pas servir. Chacun son délire. Mais on sera pas d'accord hein. Sur la nomination pour les Marmites. De toute façon, avec les Marmites, on va se prendre la tête sur tous les postes. Alors. Non mais attendez, soyons clairs qu'avec les Marmites, de toute façon, on débauche que la crème de la crème. On va pas taper dans ceux-là. Tu prends Marvin Lewis, c'est un coach défensif. Je croyais que ton leitmotiv, c'était l'attaque. Ouais, parce que moi, quand je veux prendre JJ Watt au premier tour, on m'engueule. Ouais, on va passer sur le on vous réfère aux émissions de l'an dernier. Question de Girl Power. Beaucoup tombent sur Dak Prescott, mais n'y aurait-il pas plus un problème de coaching staff? Il est peut-être temps de changer Garrett pour enfin avoir des appels de jeu un peu plus osés, une gestion du roster logique, notamment au poste de receveur, et une évolution du niveau du quarterback qui a l'air en roue libre. C'était question de Girl Power. Alors je vous précise avant votre réponse quand même. Je l'avais vérifié en l'écrivant, puisque donc Jerry Jones commence à être critique quand même, ce qui n'est jamais anodin. Et en fait, Jason Garrett est de loin le coach qui a tenu le plus longtemps avec Jerry Jones. Alors notamment parce que c'est un peu un pantin et que Jones quand même garde la main largement. Mais voilà, et Jerry Jones a aussi dit aujourd'hui dans son émission que ça faisait longtemps, alors Des Bryant appréciera, mais il a dit que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu un receveur numéro 1. Ouais, c'est ridicule d'avoir dit ça, mais bon. Oui, mais alors pour répondre à la question, oui, peut-être que le coaching staff doit être modifié à un moment donné, puisque même quand il avait été conservé à l'époque, Jason Garrett sortait pas forcément de saison hyper rassurante. Maintenant, nous faire croire que c'est Jason Garrett qui prend toutes les décisions à Dallas quand on sait qu'il y a l'omniprésence de la famille Jones, j'y crois pas trop. Donc, je suis pas sûr que c'est ça qui va tout changer du jour au lendemain en termes de décision. Et voilà, si Des Bryant, par exemple, est parti, je pense que c'est pas du seul fait de Jason Garrett. Non. L'effectif, de toute façon, c'est Jones. L'effectif, c'est Jones, de toute façon. Oui, Greg Hardy, c'est Jones. Oui, tous les cas sociaux, c'est Jones. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est pour ça. Après, c'est sûr que voilà, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, la 4e ou ce genre de choses, peut-être que voilà, comme ça arrive souvent pour certains coachs, à un moment donné, si tu commences à perdre la main comme sur ce genre de phase de jeu-là, c'est voilà, ton discours va peut-être moins bien passer auprès de tes joueurs. Et il y a peut-être également une remise en question à faire à ce niveau-là. Après, à la décharge de Jones, pour ce que je disais quand il dit ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un receveur numéro 1, il disait aussi que pour lui, un receveur numéro 1, c'est calibre Julio Jones. Et il disait qu'il y en a très peu. Voilà. Bah oui, dans ce cas-là, il y a plein d'équipes qui n'ont pas eu de receveur numéro 1 depuis un paquet d'années. Hein. Ah oui, non, mais c'est ce qu'il disait. Il disait, voilà, c'est très rare en NFL, un numéro 1 comme ça. Question de LW75. Vance Joseph est en passe d'être bientôt viré. Êtes-vous d'accord? Ça, on l'a dit, donc oui. En tout cas, c'est un candidat. Mais qui a la place? Des idées? Point d'interrogation. Pas facile. Hein. Fischer qui est dispo. Ouais, c'est quelqu'un lui a répondu ça, je crois, dans les commentaires. En plus. J'adore cet esprit. Moi, encore une fois, il y a un coach que j'aime bien, c'est John DeFilippo, coordinateur offensif des Vikings. On sait qu'en plus, je pense que John Elway, en tout cas, aimerait bien développer un petit peu son attaque. John DeFilippo, qui a gagné un Super Bowl l'année dernière en tant que coach des quarterbacks de Philadelphie, qui a l'air de rectifier un petit peu le tir. Depuis quelques semaines du côté de Minnesota, mais voilà, après les autres choix comme ça me saute pas tout de suite en pleine saison, tu vas avoir du mal à en trouver un bon de toute façon. Ah oui, après faut finir avec un Bill Musgrave par exemple, le coordinateur offensif. Alors je suis en train de regarder un petit peu parmi les coordinateurs, etc. Est-ce que les Broncos font revenir Josh McDaniels pendant l'intersaison? Surtout après ce qui vient de se passer, je pense que le choix sûr c'est McDaniels.
Alors, il y a deux Philippot aussi, en effet. Je regarde un peu dans les candidats de l'an dernier qui n'ont pas été pris, notamment. Il y a Dan Campbell. S'ils veulent je gagner, vois- il faut qu'ils prennent Darrell Bevel. Hein. Non, je l'attendais celle-là. C'est pour toi qu'a mis ce cadeau. Eh, est-ce que le moment est pas venu de donner sa chance à Jim Bob? Oh. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Jim- La saison de Détroit est pas extraordinaire non plus, mais en l'occurrence, il arrive à sortir un running back. Donc, ouais, peut-être Ouais, qu'on enfin, va lui donner toujours sa personne chance. qui fait 100 yards, hein, restons tranquilles. Ah bah, il les a fait contre New England. Calme-toi, il va pas les faire à chaque match non Ouais, plus. ouais. Jim Bob Cooter, hein, pour ceux qui connaissent pas, coordinateur offensif des Lions. Et puis, j'ai pensé à lui tout de suite, évidemment. Est-ce que John Elway est pas l'homme qui pourrait convaincre Jim Harbaugh de revenir en NFL? Oh. Oh si bah, surtout seulement. que ça se passe pas super bien à Michigan, donc pourquoi pas. Ils peuvent tenter le coup hein, s'il est licencié à la fin de la saison par les Wolverines. De toute façon, s'il revient en NFL, je sais que dès le premier jour, Alain, tu vas redevenir supporter de sa nouvelle équipe. Donc, pourquoi pas. Clairement. Et là, il nous Clairement, met Chad Indy. Kelly titulaire, et alors là, ça pète alors là, dans c'est tous fini, les là. sens. Énorme. Jim Harbaugh avec Chad Kelly. Alors là, j'achète le maillot. Ouais, John Elway en rêve tous les jours. Hein. C'est clair. Alors là, ce serait magique. Je ne sais pas s'ils s'entendraient bien, Elway et Harbaugh, au quotidien, mais pourquoi pas. Question de Jujuju. Les oppositions entre équipes de l'AFC contre la NFC tournent pour l'instant à l'avantage de l'AFC, 12-7. Est-ce que ça vous semble surprenant tant on semble vanter la supériorité des équipes NFC? Mais je trouve que, en tout cas, la FC, depuis quelques années, faisait un peu figure de parent pauvre de la NFL par rapport à sa cousine nationale. Cette année, je trouve que c'est plus régulier côté AFC et qu'il y a un peu plus d'équipes dans le top 10 de la NFL qui sont un peu, qui peuvent être en passe d'aller chercher les playoffs. Je pense que la course aux playoffs va être plus serrée du côté de la FC parce qu'il y a plus de places en wildcard qui vont être dures à prendre que de côté NFC pour l'instant, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas creusé le dossier jusqu'à voir notamment les confrontations. Ça doit aussi jouer en fonction des équipes qui s'affrontent, hein, mais bon, je sais pas, j'ai pas de théorie là-dessus, mais ouais, peut-être que la FC a un petit frémissement. On a vu que c'était une conférence aussi qui établissait pas mal de places fortes par rapport à la NFC, et ça doit peut-être jouer également. On termine, messieurs, cette émission avec un mot sur le match du jeudi, comme d'habitude. Rivalité de division cette semaine avec un Giants-Eagles. Est-ce que les Giants peuvent encore marquer plus de 30 points face à Philadelphie? On a beaucoup parlé de ce champion qui va justement avoir une occasion de se relever là face à New York. J'ai du mal à l'imaginer. Maintenant, je l'aurais pas imaginé non plus la semaine dernière. À voir si l'ambiance dans le vestiaire va tenir. Après ce qu'on a vu avec Odell Beckham, à voir si Manning va pas se faire casser en deux par le pass rush des Eagles. J'ai du mal à y croire quand même. On a deux équipes qui, sauf erreur de ma part, est sur 2 défaites de suite, donc ça pourrait être la 3e défaite consécutive pour l'équipe qui s'inclinerait. Ça ferait lourd. Alors ça ferait lourd pour les Giants, mais ça fera encore plus lourd pour les Eagles. Honnêtement, le niveau de la ligne offensive des Giants me rassure pas énormément contre cette défense de Philadelphie, qui, comme le disait Loïc, et tu le relayais tout à l'heure Alain, est sur courant alternatif. Mais voilà, on va dire que je les vois bien peut-être se remettre un petit coup de boost en plus sur un match en prime time comme ça, contre un adversaire de division qui peuvent définitivement éloigner de la course, même si là il y a qu'un match d'écart entre les deux équipes. Je verrais bien quand même un petit sursaut d'orgueil des Eagles du côté du MetLife Stadium. D'ailleurs, les Giants, ils ont viré Flowers là, ça y est, c'est bon. Oui, ça y est, ils l'ont cuté il y a quelques heures. Bravo. C'est officiel. Le pronostic? Donc, Eagles. Eagles pour tout le monde. On termine avec le 2-minute drill et seulement 2 questions, messieurs. La première, que faisait Lil Wayne à côté d'Odell Beckham lors de son interview avec ESPN? Incompréhensible. Surtout, je m'attendais à ce qu'il parle un peu. Non, il dit rien. Il fait juste des rien, rien. Et c'est tout. Il sert à rien du tout. Et puis la deuxième, alors attention, messieurs, c'est une question blind test. Yeah, I mean, it's really been awesome. Just being able to get all the reps. I learned a ton last year from Alex. He taught me kind of a blueprint on how to have a lot of success in this league. And now I'm trying to make it Patrick my own. Mahomes. Est-ce que Patrick Mahomes a la voix d'un Muppet? J'ai reconnu que c'était Patrick Mahomes. Ouais, il peut avoir ses chances. Ouais. Pour une nouvelle version, il était peut-être un peu enrhumé, non? Non, apparemment c'est sa voix. Enfin, tout le monde dit qu'il a une voix de Muppet. Il a enrhumé. T'imagines? Faut ouvrir ses fenêtres la nuit. Voilà, apparemment il a une voix. Alors il y a un de ses coéquipiers, je sais plus lequel, a dit c'est entre le Cookie Monster et Kermit la grenouille. J'ai pas assez regardé pour dire, mais c'est vrai que il peut se tourner après sa carrière dans le doublage de dessins animés.
Et ben c'est à peu près ça. Yeah, I mean, it's really been awesome. Just being able to get all the reps. I learned a ton last year from Alex. He taught me kind of a blueprint on how to. Et alors, par contre, sans rire, apparemment, ça rend pas forcément facile de l'entendre dans le huddle parce qu'il a une voix justement un peu, Nasillard. comment dire, aiguë, éraillée, nasillarde, ouais, ce qu'on veut, mais les graves, c'est un peu plus simple pour communiquer. Okay, et donc, blow 16, voilà. guys. Il disait il y a un de ses coéquipiers qui disait qu'il devait progresser un petit peu par contre sur la communication à cause de ça. Ça peut avoir une Voilà, importance en messieurs. playoff, hein, mais bon. Comment, pardon? Ça peut avoir une importance en playoff. C'est ça. Imagine la conférence de presse d'après-match. Écoutez, à cause de la voix de meupette de notre quarterback, on n'a pas compris l'instruction. Bon, c'est comme ça que se termine l'épisode 252 du podcast Jean Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end et les pronostics. Dimanche pour le fauteuil. Jeudi, ce sera avec Raoul ici présent et Raphaël Masmejean parce que moi je suis en bye week du jeudi. On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game On tous les dimanches à 19h avec Happy Hour étendu quand vous venez voir les matchs. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font. Cette semaine, on remercie Alexandre, Tom et Soif99 qui viennent s'ajouter à la liste de nos soutiens. Pour nous suivre, touchdownactu.com bien sûr, Twitter @tdactu, @yellow radio ça pour Greg, @raoulvdg pour Raoul, @Camille Saraben pour Camille et @Alain Mattei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur touchdownactu.com. Merci beaucoup messieurs. Merci à toi. Toujours un plaisir. Et on se quitte en musique comme d'habitude. Ciao ciao. Don't think shit, stink pink gators. My Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. Dead right, if the head right, Biggie there, air night. Papa been smooth since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruce Cruz who? Do something to us. Talk go through us. Girls want to us, wanna do us. Screw us, who us? Yeah, Papa and Pup. Close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze 3 at your cherry M3. Bang every MC easily. Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace, keep my peace. Cubans with the Jesus peace, with my peace. Packing, asking who want it. You got it, nigga, flaunt it. That Brooklyn bullshit, we on it. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so